La salle à manger du domaine de Saulieu était éclairée ce soir-là par 24 bougies. Et Camille de Montvéran, duchesse de Saulieu depuis 3 ans, épouse par amour d'un homme qui avait cessé de la regarder, entra dans la pièce avec dans les cheveux l'odeur du jasmin de serre, et dans la poitrine quelque chose qui ressemblait à une décision. 12 convives. Des verres de Bourgogne déjà remplis. Raphaël à sa place habituelle, courtois, impénétrable, la tête inclinée vers Madame de Prévost, à sa droite. Il ne leva pas les yeux quand Camille entra. Il ne levait plus les yeux quand elle entrait. Cela faisait 8 mois que cela durait. 8 mois de politesse parfaite et d'absence totale. Et ce soir, Camille avait décidé que la politesse parfaite avait assez duré. Elle passa derrière sa chaise. Sa main effleura son épaule, un geste ordinaire, presque conjugal. Et Raphaël, pour la première fois en 8 mois, inclina la tête une seconde vers sa main, vers elle. Un geste si bref, si contenu, que personne autour de la table ne le vit. Personne sauf elle. Ce fut ce geste-là, minuscule et involontaire, qui lui donna le courage de ce qu'elle allait faire. Le premier plat passa dans le bruit des couverts et des conversations. Le vicomte de Marais, 38 ans, veuf depuis 2 ans, placé à 3 sièges de Camille, lui avait adressé 2 fois la parole, avec une attention que la table avait remarquée. Raphaël, lui, parlait à Prévost, parlait à Fonsègue, parlait à tout le monde sauf à sa femme, avec cette courtoisie égale et sans chaleur, qui était devenue son mode d'existence depuis 8 mois. Entre le deuxième plat et un silence naturel dans la conversation, Camille posa sa fourchette. Elle ne regarda pas Raphaël. Elle regarda le centre de la table, les chandeliers, le Bourgogne dans son verre, et dit d'une voix claire et posée, comme on annonce quelque chose d'agréable. « Il m'a demandé en mariage. » Le silence tomba d'un seul coup sur les 12 convives, comme une main posée sur une cloche. Camille ne précisa pas de qui elle parlait. Elle n'en dit pas davantage. Elle reprit son verre et attendit. La voix de Raphaël se brisa sur 2 mots. « Qui ?» Ce n'était pas une question. C'était quelque chose qui sortait de lui avant qu'il ait pu le retenir. 2 lettres arrachées à une composure de 8 mois. Et la table entière entendit la cassure dedans. 12 paires d'yeux se tournèrent tant vers lui, puis vers Camille, puis vers Marais, qui était assis à 3 places et dont le visage n'avait pas bougé d'un muscle. Camille ne répondit pas. Elle but une gorgée de vin. Elle reposa le verre. Elle regarda Raphaël pour la première fois depuis le début du repas, et ce qu'elle vit dans son visage, la mâchoire serrée, la main blanche sur le pied du verre, les yeux qui ne savaient plus où se poser, était la première chose vraie qu'elle avait vue en 8 mois. Le silence dura. Madame de Prévost, 55 ans, amie de la famille depuis 20 ans, observait la scène depuis sa place, avec la précision d'une femme qui comprend ce qu'elle voit. Marais avait les yeux sur son assiette. Fonsègue toussa. Quelqu'un à l'autre bout de la table dit quelque chose sur les vendanges, et la conversation reprit par fragments, laborieusement, comme on recolle des morceaux qui ne s'assemblent plus tout à fait. Raphaël n'avait pas lâché le pied de son verre. Il quitta la table avant la fin du 2e service. Il se leva sans bruit, posa sa serviette, dit à Prévost quelque chose d'inaudible et disparut dans le salon adjacent. La porte resta ouverte. Camille le savait. Le salon donnait directement sur la salle à manger et Prévost, depuis son siège, avait vue sur les 2 espaces. Camille attendit 30 secondes. Puis elle se leva à son tour. Le salon était faiblement éclairé, 2 lampes sur la console, les rideaux tirés sur le parc. Raphaël était debout face à la fenêtre, les mains derrière le dos tourné.
Il ne se retourna pas quand elle entra. Mais il l'entendit. « Qui t'a demandé ?» dit-il sans se retourner. Sa voix était redevenue contrôlée. « Presque. Pas tout à fait. Réponds-moi d'abord à quelque chose, » dit Camille. Il se retourna. Ce fut la première fois depuis des mois qu'il la regarda vraiment. Pas le regard poli qu'il lui accordait à table, pas le coup d'œil bref en passant dans un couloir, mais un regard direct, les yeux dans les yeux, avec quelque chose dedans qui ressemblait à de la douleur. « Réponds-moi, » répéta-t-elle. « 8 mois. Tu ne me touches plus le bras quand tu passes à côté de moi. Tu ne lèves pas les yeux quand j'entre dans une pièce. Quand je te demande comment tu vas, tu dis quote 0 depuis 8 mois sans exception. Alors, avant de me demander un nom, dis-moi ce qui s'est passé. » Raphaël ouvrit la bouche. « Camille. » Sa voix fut ferme. « Non. Je ne veux pas entendre mon prénom dit comme ça. Je veux une raison. Pas une explication polie. Une raison. » Il la regarda. Il la regarda comme il ne l'avait pas regardée depuis 8 mois. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'il ne contrôlait pas entièrement. Quelque chose qu'il s'efforçait de remettre derrière la paroi de sa composure et qui résistait. Il dit à voix basse. « Je ne peux pas. » Camille n'attendit pas la suite. « Alors tu n'auras pas de nom. » Elle se retourna et regagna la salle à manger. Elle reprit sa place. Elle déplia sa serviette sur ses genoux, accepta le plat que Frémont lui présentait et répondit à la question que Fonsègue lui posait sur les propriétés du Languedoc avec une précision et un calme qui firent dépenser à Prévost, depuis son siège, que cette femme était soit d'une froideur remarquable, soit d'un courage qu'elle n'avait encore jamais vu. Raphaël revint à table 2 minutes plus tard. Il reprit sa place. Il dit quelque chose à Fonsègue. Il but son vin. Il ne toucha pas à son assiette pendant tout le 3e plat. Le dîner se termina après 11 heures. Les convives se levèrent par groupes, gagnèrent le salon principal pour le café, se dispersèrent lentement dans les conversations de fin de soirée. Frémont circulait avec le plateau. Les bougies avaient baissé. Marais s'approcha de Camille dans l'angle du salon, là où 2 fauteuils formaient un espace à demi isolé du reste de la pièce. Il tenait son café. Son visage était sérieux. « Madame, » dit-il à voix basse, « je n'ai rien proposé. » Camille le regarda. Elle ne baissa pas les yeux. Elle répondit simplement, « Je sais. » Marais resta silencieux un moment. Il regarda Camille avec une expression dans laquelle il n'y avait ni reproche ni satisfaction. Quelque chose de plus attentif que l'un et l'autre. Puis il inclina la tête, posa son café sur le guéridon et s'éloigna sans ajouter un mot. Madame de Prévost fut moins discrète. Elle prit Camille par le bras au moment où elle s'apprêtait à quitter le salon, l'entraîna dans le corridor qui longeait la bibliothèque et attendit que les derniers pas s'éloignent avant de parler. « Tu as menti, » dit Prévost. Ce n'était pas une question. « Marais n'a pas bougé à table, » continua-t-elle. « Pas un muscle. Un homme à qui on annonce devant 12 personnes que la femme qu'il courtise a accepté quelqu'un d'autre. Il réagit. Il pâlit. Il se raidit. Il pose son verre trop fort. Lui, rien. Parce qu'il n'y a rien à annoncer. » Camille ne répondit pas. « Mais le duc, » dit Prévost, et sa voix changea légèrement, devint plus précise. Lui, il a tremblé. J'étais à côté de lui. J'ai vu sa main sur le verre. Elle s'arrêta. « Alors maintenant, je te pose la question que personne d'autre ne te posera ce soir. Qu'est-ce que tu comptes en faire ?» Camille regarda le mur en face d'elle. Le portrait d'un ancêtre de Saulieu dans un cadre trop lourd pour l'espace. Elle ne répondit pas à Prévost. Prévost attendit encore quelques secondes. Puis, elle lâcha son bras et retourna au salon. Le mensonge était maintenant connu de 2 personnes hors du couple.
Marais savait. Prévost savait. Il était dit en public, devant 12 témoins, dans une salle à manger dont les murs n'oubliaient de rien. La blessure était faite, et elle était irréversible. Et Camille, debout dans le corridor devant le portrait d'un homme mort, sentit pour la première fois depuis des mois que quelque chose avait bougé dans la maison. Quelque chose d'irréparable et peut-être de nécessaire. Après le départ des derniers convives, Camille monta seule. Pas vers les appartements conjugaux, vers l'aile. L'aile est du domaine de Saulieu, était la partie froide de la maison. Couloir moins chauffé, dalles plus anciennes, fenêtres qui fermaient moins bien. Depuis 10 ans, depuis la mort du vieux duc, c'était là que vivait Geneviève de Saulieu. Elle avait choisi cet espace elle-même, après le deuil. Et personne dans la maison n'avait jamais su exactement pourquoi. Sauf peut-être qu'il était plus facile de vivre dans le froid quand le froid venait de l'intérieur. Camille frappa à la porte du fond. Un silence, puis des pas. Geneviève ouvrit. Elle n'était pas couchée. Elle était habillée d'une robe de chambre sombre, les cheveux nattés, et dans ses yeux, il n'y avait aucune surprise. Elle avait 60 ans passés, le visage de quelqu'un qui a beaucoup regardé et peu parlé, et elle recula pour laisser entrer Camille, sans un mot. La chambre était simplement meublée. Une lampe, un fauteuil, des livres en pile, une fenêtre sur le parc, noire à cette heure. « J'ai entendu le dîner depuis ici », dit Geneviève en s'asseyant dans le fauteuil. Les voix montent dans cette aile. Camille resta debout. « Alors vous savez ?» dit-elle. « J'ai entendu la question de mon fils », dit Geneviève. 2 mots. Sa voix. Elle posa les mains sur ses genoux. « Oui, je sais. » Camille attendit un moment, puis elle dit ce qu'elle était venue demander. « Pourquoi s'est-il retiré ?» Geneviève la regarda longuement. Puis elle dit, elle indiqua le bord du lit. « Asseyez-vous. » Camille s'assit sur le bord du lit. « Quand son père est mort, » commença Geneviève, « j'ai cessé de me lever pendant 8 mois. Pas parce que je le voulais, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Le monde a commenté. On disait « Cotin », comme si aimer trop était une faute. Raphaël avait 22 ans. Il a porté le domaine. Il a reçu les créanciers. Il a signé les actes. Et il a regardé sa mère s'effondrer pendant 8 mois devant tout le monde. Elle s'arrêta. Et il en a tiré une loi, dit Camille doucement. Oui. Geneviève inclina la tête. Il a conclu que son père avait eu raison toute sa vie. Que la maîtrise protège. Que montrer ce qu'on ressent donne au monde une prise sur vous. Il me regardait et il voyait la preuve. Mais ce n'est pas l'amour qui vous a détruite, dit Camille. Geneviève releva les yeux vers elle. Elle dit avec lenteur, « Non. Ce qui m'a détruite, c'est que personne ne m'a tenue. Mon mari était un homme de composure légendaire. Il gouvernait tout, le domaine, les gens, ses propres émotions, avec une maîtrise que le monde admirait. Et quand il est mort, j'ai cherché une main. Il n'y en avait pas. Pas parce que personne ne m'aimait. Parce qu'il avait appris à tout le monde autour de lui que l'amour ne se montre pas. Il ne m'a jamais appris à tomber accompagné. Il m'a appris à tomber seul. » Camille resta silencieuse un moment. Dans le corridor, un courant d'air faisait jouer la flamme de la lampe. « Alors Raphaël se retire de moi, » dit-elle lentement, « pour faire exactement ce que son père aurait fait. Et en se retirant, il fabrique la même solitude qui vous a détruite. » « Oui, » dit Geneviève. « Et moi, il ne m'écoute plus depuis 10 ans. Il me regarde et il voit la preuve de ce qu'il croit. Pas ce que j'essaie de lui dire.
Camille se leva. Elle alla à la fenêtre, regarda le parc noir. « Il faut que vous le lui disiez, » dit-elle. « Ce que vous venez de me dire. Pas moi, vous. »« Il ne montera pas, » dit Geneviève. Camille se retourna vers elle. « Si, il va monter. » Elle avait raison. Moins d'une heure après, des pas dans le corridor de Lelay, pas les pas de Camille, plus lourds, plus lents, les pas de quelqu'un qui hésite avant chaque dalle. Geneviève entendit l'hésitation devant la porte et dit simplement « Entre ». Raphaël entra. Il vit la chambre, la lampe, le fauteuil de sa mère. Il vit qu'elle était éveillée et qu'elle l'attendait. Il s'arrêta au milieu de la pièce. « Camille est venue te voir », dit-il. Ce n'était pas une question. Elle est venue me poser la question que personne ne m'avait posée depuis 10 ans, dit Geneviève. Pourquoi tu t'es retiré d'elle? Raphaël ne répondit pas. Il regarda le sol. Elle t'a trouvé en moi, dit Geneviève, dans ce que je lui ai raconté de ton père. Elle t'a reconnu. Un silence. Tu fais exactement la même chose à cette femme, dit Geneviève, et sa voix était ferme, sans colère, mais sans concession non plus. Exactement. La même distance, la même politesse parfaite qui tient tout le monde à l'écart. Tu la regardes et tu lui apprends à tomber seul, comme ton père me l'a appris. Raphaël releva les yeux. Je ne voulais pas. Je sais ce que tu voulais, dit Geneviève. Tu voulais la protéger, tu voulais te protéger. Ton père t'a appris que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Raphaël resta encore un moment dans la chambre. Il regarda sa mère. Vraiment regarder, comme il ne l'avait peut-être pas fait depuis des années. Puis il sortit. Dans le vestibule du rez-de-chaussée, Marais était en train de prendre congé. Son manteau, ses gants, son chapeau. Frémont tenait la porte. Quand il vit Raphaël descendre l'escalier, Marais s'arrêta. « Bonsoir, Saulieu », dit-il. Raphaël s'arrêta sur la dernière marche. Marais. Un silence bref entre eux. Marais boutonna son manteau avec soin. « Je n'ai rien proposé à votre femme, » dit-il sans préambule. « Rien du tout. Je veux que ce soit clair. » Raphaël ne dit rien. « Mais, » dit Marais, et il leva les yeux vers lui. « La seule personne à cette table qui avait l'air de perdre quelqu'un ce soir, c'est vous. Pas moi. » Il prit son chapeau des mains de Frémont. « Bonsoir. » Il sortit. La porte se referma. Raphaël resta sur la dernière marche de l'escalier pendant un long moment. La peur qu'il avait ressentie à table, cette chose qui avait brisé sa voix sur 2 mots, qui lui avait blanchi les doigts sur le pied du verre. Cette peur était réelle. Elle était en lui. Elle n'avait rien à voir avec les faits, rien à voir avec Marais, rien à voir avec un mensonge ou une vérité. Elle était là depuis 8 mois, enfouie sous la courtoisie parfaite, et ce soir, elle était sortie devant 12 personnes parce qu'il n'avait pas pu la retenir. Il traversa le vestibule et chercha Camille. Madame de Prévost trouva Camille dans le corridor du rez-de-chaussée, devant la bibliothèque, et elle ne perdit pas de temps. « Alors ?» dit-elle. Camille répondit posément. « Alors quoi ?» Le duc a tremblé. Le mensonge est transparent. Marais est parti. Prévost croisa les bras. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Camille regarda le corridor devant elle, les dalles, la lampe au fond, l'escalier de l'aile est au bout. Raphaël apparut à l'autre extrémité du corridor. Il la vit, il s'arrêta. Dans la distance entre eux, 20 mètres de pierre froide et de lumière basse. Quelque chose passa qui n'avait pas de nom, mais que Prévost, depuis l'embrasure de la bibliothèque, vit parfaitement. Camille se retourna vers Prévost. « Je vais lui montrer quelque chose, » dit-elle. Puis elle fit face à Raphaël et dit simplement « Suis-moi ».
Elle commença à monter vers l'aile est. Il la suivit sans demander où elle l'emmenait. Dans la salle à manger vide, Frémont rangeait les derniers verres. La cuisinière passait dans l'office. Frémont la vit passer et dit, sans lever les yeux des verres qu'il essuyait, « La voix du duc a cassé ce soir. » La cuisinière s'arrêta dans l'embrasure. « En 20 ans, dit Frémont, c'est la première fois. » L'aile, à cette heure, était silencieuse et froide, les dalles résonnant sous chaque pas. Camille marchait devant. Raphaël la suivait dans le corridor étroit, les mains le long du corps, sans parler. Ils passèrent devant les portes fermées des pièces inutilisées, devant les fenêtres basses sur le parc, devant le portrait du vieux duc que personne n'avait jamais déplacé depuis sa mort. Raphaël ne regarda pas le portrait. Camille frappa à la porte de Geneviève. Geneviève répondit depuis l'intérieur. « Entrez. » La chambre. La lampe. Geneviève dans son fauteuil, qui les regardait tous les deux entrer. Qui voyait son fils dans le territoire qu'il évitait depuis 10 ans. Et dont le visage ne trahissait rien sauf une attention absolue. Camille s'avança au milieu de la pièce. Elle ne s'assit pas. « Personne ne m'a demandé en mariage, » dit-elle. Raphaël se figea. « J'ai menti. » Sa voix était ferme. Elle ne cherchait pas à adoucir ce qu'elle disait. Devant 12 personnes, j'ai inventé un prétendant parce que 8 mois de cote 2 m'avaient rendu incapable de trouver une autre façon de te faire parler. La seule chose à laquelle j'ai pensé, la seule chose qui me restait, c'était de te donner une raison de me perdre. Raphaël ouvrit la bouche. Tu as... Elle ne le laissa pas finir. Menti. Oui. Elle le regarda. Et ta voix s'est brisée sur 2 mots. Pour la première fois en 8 mois, j'ai entendu quelque chose de vrai sortir de toi. Pas de la politesse, pas de la courtoisie. Quelque chose qui venait de là. Elle posa la main sur sa propre poitrine, brièvement, et la retira. Raphaël la regarda. Puis, il regarda sa mère. Puis, il regarda à nouveau Camille. Et dans son visage, quelque chose cédait lentement. Pas d'un coup, pas de façon dramatique. Mais comme une paroi qui s'use depuis trop longtemps et qui commence à montrer ses failles. « Mon père, » dit-il. Et sa voix était différente maintenant. Plus basse, plus difficile. Ne montrez jamais rien. Jamais un éclat. Jamais un mot qu'il n'avait pas pesé. Et quand il est mort, il tourna la tête vers Geneviève. Tu t'es effondré. Pendant 8 mois. Devant tout le monde. Et j'ai porté le domaine à 22 ans et j'ai regardé ça et j'ai compris ce que ça voulait dire. Montrer qu'on aime, c'est donner au monde une prise sur vous. C'est lui donner le moyen de vous détruire. Geneviève se leva. Elle se leva lentement, avec la précision d'une femme qui a décidé que cette fois, elle allait rester debout. Et elle dit d'une voix que ni Camille, ni Raphaël ne lui avaient entendue depuis des années. Une voix ferme, sans tremblement, sans la distance du deuil. Ton père avait tort. Raphaël se retourna vers elle. Sa maîtrise ne m'a pas protégé, dit Geneviève. Elle m'a laissé seule. Quand il est mort, j'ai cherché une main, n'importe quelle main, la tienne, celle d'un ami, d'un domestique, peu m'importait. J'ai cherché quelqu'un qui me tienne pendant que je tombais. Et il n'y avait personne. Pas parce que personne ne m'aimait. Parce que ton père avait passé sa vie entière à apprendre à tout le monde autour de lui que l'amour ne se montre pas, que la tendresse est une faiblesse, que tenir la main de quelqu'un en public est indigne. Et moi, j'ai payé pour ça. Pendant 8 mois, puis pendant 10 ans dans cette aile. Elle fit un pas vers lui. Et toi, tu regardes cette femme, et tu lui fais exactement la même chose. Exactement. Le silence dans la chambre était total. Camille,
d'une voix qui ne tremblait plus tout à fait autant qu'elle l'aurait voulu. « 8 mois. Tu n'as pas touché mon bras. Tu n'as pas levé les yeux quand j'entrais. Quand tu me passais le sel à table, tu le posais sans me regarder. » Elle s'arrêta. « Et ce soir, une phrase inventée. Et ta voix a cassé devant tout le monde. Pourquoi il a fallu un mensonge pour que tu me montres que je compte ?» Raphaël ne répondit pas tout de suite. Il regarda ses mains. Il regarda Camille. Et quand il parla, ce fut avec une lenteur qui ressemblait à quelqu'un qui dépose quelque chose de lourd. « Ah, mon père, je ne l'avais pas choisi. Il était là, c'est tout. Lui, ses règles, sa façon de tenir une maison, et des gens, et lui-même. Je n'avais pas choisi d'être son fils. » Il releva les yeux vers Camille. « Toi, j'ai désobéi pour t'épouser. Le seul acte de rébellion de ma vie. Il était mourant. Il me disait que tu n'étais pas assez, que le Languedoc ne valait pas la Bourgogne, que j'allais ruiner tout ce qu'il avait construit. Et j'ai dit non. Pour la première et la seule fois. » Sa voix porta quelque chose de fragile sur ce qui venait. « Et j'ai passé 8 mois à défaire ce que j'avais construit, à redevenir son fils. Comme si j'avais peur que le fait de t'aimer, de te le montrer, prouve qu'il avait eu raison d'avoir peur pour moi. » Geneviève s'approcha. Elle prit la main de Camille, la main droite, froide dans la chambre froide de l'aile est. Elle la posa dans la main de Raphaël, et elle referma les doigts des deux autour de l'autre, lentement, avec la précision et la douceur de quelqu'un qui fait un geste qu'elle aurait voulu recevoir et qu'elle n'a jamais reçu. « Tenez, » dit-elle, la voix basse maintenant, mais pas fragile. « Pas demain, ce soir. Si un jour elle part ou si tu pars, si la vie vous sépare, si le chagrin revient, si tout tombe, le chagrin sera réel, mais il ne sera pas seul. » Elle les regarda tous les deux. « C'est la seule chose que son père ne m'a jamais donnée. Ne la refuse pas à cette femme. Ne te la refuse pas à toi-même. » Elle prit sa robe de chambre, la resserra sur elle, et elle sortit. Le bruit de ses pas sur les dalles de l'aile est lent, régulier, s'éloignant dans le corridor. Puis le silence. Leurs mains restèrent interjointes. Le geste que Geneviève avait posé, aucun des deux ne le défit. Ils restèrent debout dans la chambre de la mère, entourés de 10 ans de silence et d'une lampe qui baissait, épaule contre épaule dans la pénombre. Et ce fut le premier contact prolongé en 8 mois. Pas un effleurement, pas un geste qui s'excuse, mais 2 mains tenues, les doigts se refermaient. Raphaël tourna son visage vers elle. Ses yeux étaient humides. La première fois que Camille le voyait au bord des larmes, lui qui avait porté un domaine à 22 ans sans laisser paraître la moindre fissure en public. Il ne détourna pas les yeux. « J'ai désobéi à mon père pour t'épouser, » dit-il. « Ce soir, je lui désobéis une 2e fois. » Le baiser vint des deux. Lent, les yeux ouverts d'abord, ils se regardèrent, vraiment regardés, comme au premier soir, comme au bal du Languedoc 4 ans plus tôt quand il y avait 20 centimètres, et l'air de la nuit entre eux, et qu'elle lui avait dit qu'elle préférait les endroits où les gens ne font pas semblant. Puis les yeux se fermèrent, et la pièce froide de l'aile est, le territoire du deuil que Raphaël évitait depuis 10 ans, devint l'endroit où quelque chose recommençait. Ils ne retournèrent pas dans les appartements conjugaux cette nuit-là. Ils restèrent dans l'aile est, dans le territoire de la blessure. Pas dans l'espace de la performance sociale, pas dans les pièces où la composure avait régné pendant des années. Frémont, qui faisait sa dernière ronde dans le corridor principal, n'entendit aucun pas séparé, aucune porte qui se ferme, aucun bruit de retrait. Pour la première fois en 8 mois, la maison ne contenait aucun son de fuite. Le premier silence qui n'était pas une absence. L'aube vint froide et dorée sur le domaine de Saulieu. Camille descendit la première,
passa par la cuisine, prit un châle dans l'office et sortit par la porte de service. La terrasse était couverte de rosée. Le parc commençait à peine à se distinguer dans la lumière naissante. Geneviève était assise dehors, dans un fauteuil qu'elle avait fait porter sur la terrasse, le fauteuil de sa chambre, reconnaissable au tissu sombre. Elle était assise face au parc, les mains sur les genoux, les yeux ouverts sur la lumière. La première fois en 10 ans qu'elle sortait de l'aile est à la lumière du jour. Pas de guérison proclamée, pas de déclaration. Juste un fauteuil dehors, et une femme dedans, et le matin, sur le parc. Camille s'arrêta à quelques pas. Geneviève n'avait pas bougé, mais elle avait entendu les pas. « La maison respire autrement ce matin », dit-elle. Elle n'ajouta rien. Elle n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Camille resta un moment sur la terrasse, le châle sur les épaules, à regarder le même parc que Geneviève regardait. La fenêtre de l'aile s'était ouverte. Le courant d'air froid qui avait traversé le château pendant des années, le souffle glacé des pièces qu'on n'ouvre jamais, s'était transformé en quelque chose d'autre. Un courant d'air de matin, qui portait l'odeur de l'herbe mouillée et du bois, et de la lumière qui commence. 3 personnes sous ce toit ne se cachèrent de rien ce matin-là. L'été vint. Sur la grande table de la salle à manger la salle à manger du domaine de Saulieu, 2 couverts seulement. Les mêmes chandeliers, 24 bougies, le même bourgogne, la même nappe blanche. Mais pas 12 convives. 2. Camille et Raphaël dînaient seuls. Le plat fut servi. Frémont posa les assiettes, vérifia les verres et s'apprêtait à se retirer quand il vit la main de Raphaël traverser la nappe. Raphaël tendit la main par-dessus la table. Camille la prit. Il ne la lâcha pas pendant tout le plat. Ils mangèrent comme ça, lui de la main gauche, maladroitement, sans que ni l'un ni l'autre ne trouve ça ridicule. Frémont, depuis l'embrasure de l'office, vit la scène et ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le dire. Il l'avait vu venir depuis la nuit où la voix du duc avait cassé. Sur la cheminée de la salle à manger, il y avait un verre. Pas n'importe lequel. Le verre de Bourgogne de la soirée du mensonge. Le verre que Raphaël tenait quand sa voix s'était brisée sur 2 mots devant 12 convives. Camille l'avait gardé. Elle ne l'avait pas lavé. Le cercle de rouge était encore visible au fond, séché et sombre, la marque d'un soir qui avait changé quelque chose. Un soir de juin, Raphaël l'avait pris sur la cheminée. Il l'avait rempli à nouveau, le même Bourgogne, le même geste, et il l'avait posé entre eux sur la nappe. Ils buvaient dans le même verre depuis.